Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire territorial. Alors on commence cette revue de presse avec un article sur la Gazette.fr, ou plutôt une interview de deux politologues à propos du sujet suivant: est-ce que les collectivités vont sauver la France? Alors c'est un grand titre, mais l'idée derrière c'est de se poser la question de l'après-crise sanitaire. Est-ce que c'est grâce à la décentralisation, grâce aux collectivités, que la France va pouvoir relancer par exemple la machine économique? C'est ce qu'on nous dit là en préambule. Et donc on a ces deux politologues, Aurélien Bernier et Romain Pasquier, qui en discutent. Alors c'est très intéressant parce qu'on a vraiment deux avis très différents. D'un côté, on a un politologue qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'illusion localiste ». Donc tu te doutes que pour lui, la décentralisation, c'est pas l'alpha et l'oméga de tous les problèmes de la France. Et puis de l'autre côté, on a un politologue qui est directeur de la chaire Territoire et mutation de l'action publique à l'IEP de Rennes. Donc voilà, là tu vois bien qu'on a deux personnes, un qui est très investi, on va dire, dans la décentralisation, qui y croit, et de l'autre côté, quelqu'un qui est beaucoup plus mitigé sur cette question. Et c'est toujours intéressant d'avoir un peu les deux sons de cloche quand on aborde des sujets comme ça un peu complexes et clivants, tels que la décentralisation. Et là, plus spécifiquement, c'est pas juste sur la décentralisation d'un point de vue général, c'est vraiment sur cette question spécifique des pouvoirs publics face à la pandémie. Est-ce que c'est par le biais des collectivités qu'on peut le mieux lutter contre cette pandémie? Alors tu vas voir que les deux auteurs ne sont pas du tout du même avis. Pour Romain Pasquier, par exemple, il commence par le fait qu'en termes de santé publique, la faillite de l'État est totale. Pour lui, le centralisme français est à la base du problème face à la pandémie. Et pour Aurélien Bernier, par contre, c'est avant tout une crise de l'État libéral et de l'austérité à laquelle on a assisté, notamment sur les dépenses de l'hôpital, les dépenses publiques, mais plus spécifiquement dans le milieu hospitalier. Donc voilà, tu vois qu'on a vraiment deux sons de cloche différents. Je ne vais pas forcément développer parce que vraiment toute l'interview est intéressante, donc je t'invite fortement à la lire entièrement. Vraiment sous cet angle de avantages et inconvénients de la décentralisation sur cette compétence santé. Il y a peut-être des compétences où la décentralisation est plus légitime que dans d'autres compétences, ou pas. En tout cas, vraiment à toi de te faire une opinion là-dessus, parce que c'est une question qui peut clairement tomber un jour d'oral. Et d'ailleurs, c'est le sujet que j'aborde dans mon prochain édito, donc de dimanche prochain, où on va se poser la question suivante: est-ce que la décentralisation est le remède à tous les maux du pays? La question, elle se pose vraiment parce qu'on a souvent des gens un peu caricaturaux dans des deux côtés, des gens pour qui la décentralisation est la réponse à tout, et de l'autre côté, des gens qui défendent vraiment le centralisme français à l'ancienne. Tu verras dans le cadre de cette interview et puis dans le cadre aussi de mon édito, c'est peut-être surtout une question de compétences et que y a peut-être des compétences qu'on doit décentraliser et d'autres non, ou en tout cas pas entièrement. Ensuite, un article sur Le Monde à propos donc du coronavirus toujours, et on nous dit qu'il y a une surmortalité très élevée en Seine-Saint-Denis. Et donc, tu sais, je t'en avais parlé il y a quelques semaines, au début de l'épidémie, de se dire ce sera intéressant, alors intéressant avec beaucoup de guillemets évidemment, d'avoir des retours sur les inégalités sociologiques face au virus. On en avait déjà un petit peu parlé, par exemple aux États-Unis, on avait vu que la population afro-américaine était plus touchée que la population caucasienne. Donc voilà, derrière ça, clairement, c'est pas une question d'analyse raciale, c'est tout simplement le fait qu'aux États-Unis, les populations afro-américaines sont en général plus pauvres que les populations caucasiennes. Donc bon, ceci explique cela. Et là, en France, comme on n'a pas de statistiques ethniques, là on est plutôt sur une stat territoriale, mais on sait très bien que la Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus pauvres de France, et donc forcément, il y a, c'est ce qu'on nous dit ici, un cumul des facteurs de risque économiques, sanitaires et sociaux dans ce département. Et donc on a des premiers chiffres qui nous montrent qu'effectivement, dans ce département, les personnes sont plus touchées qu'ailleurs. On nous donne par exemple un premier chiffre pour comparer avec le reste de la région parisienne. On voit que par rapport à l'année dernière, par rapport à 2019, sur les mois de mars et avril, on a une surmortalité partout, évidemment, à cause du virus. On voit par exemple qu'à Paris,
il y a plus 90% de surmortalité par rapport à l'année dernière sur cette période, mais on voit que parmi tous les autres départements, eh bien c'est la Seine-Saint-Denis qui arrive loin devant dans cette malheureuse statistique avec plus 129%. C'est en partie expliqué par le fait qu'il y a beaucoup plus de personnes à la santé fragile dans ce département. Il y a aussi davantage de salariés en première ligne. On a des stats un peu plus loin dans l'article sur le fait qu'il y a beaucoup plus de caissiers, par exemple, en Seine-Saint-Denis, ou aussi d'aides-soignants, par exemple. Donc voilà, vraiment des personnes qui sont en première ligne face à ce virus. Donc on a comme ça une inégalité territoriale, mais moi j'ai même presque envie de dire plutôt une inégalité sociologique, parce qu'on est face à un territoire plus pauvre en général. On nous dit par exemple que parmi les personnes de plus de 65 ans, il y a beaucoup de personnes en Seine-Saint-Denis qui ont du diabète. On a 25% des habitants de Seine-Saint-Denis qui ont plus de 65 ans qui ont du diabète. 13% aussi d'entre eux ont des maladies respiratoires chroniques. Et voilà, ces chiffres-là sont supérieurs aux moyennes nationales. Et on sait bien, sociologiquement, notamment pour le diabète, que c'est une maladie qui touche plus les classes sociales défavorisées, qui sont plus enclins à manger des aliments transformés, à manger plus de sucre, etc. Et on sait également que ce coronavirus, il est plus actif chez des personnes qui ont du diabète, par exemple. Donc, je te laisserai aller lire si jamais ça t'intéresse de voir vraiment toutes les stats dans le détail. Mais en tout cas, bon, ça corrobore un peu l'idée qu'on avait dès le début du virus, à se dire celui-ci touche plus les classes populaires que les classes aisées, même si, bon, évidemment, il touche tout le monde, mais en proportion, on voit bien qu'il y a quand même une corrélation entre le niveau de vie, et donc le niveau de santé, et donc le niveau de sensibilité au coronavirus. Alors ensuite, un article sur le Courrier des maires à propos du conseil scientifique qui ouvrirait donc la porte à un second tour des municipales en juin. Ça, c'est un article que je t'ai partagé mercredi. Bon, depuis, ça a un peu avancé. On voit bien que, à travers les différentes déclarations de l'exécutif, des différents maires de grandes villes qui sont en attente de ce second tour, on voit bien que la date du 28 juin est de plus en plus mise en avant pour organiser donc ce second tour des municipales. L'idée étant pour les gens qui sont pour ce vote le 28 juin, d'éviter d'avoir à revoter en septembre ou octobre le premier tour. C'est un peu ce qui se dit. Bon, c'est encore au moment où je tourne cette vidéo, donc le jeudi, c'est encore à confirmer. Mais depuis qu'on a donc le conseil scientifique qui a publié son rapport sur les risques sanitaires inhérents à cette campagne électorale et au vote en lui-même, bon, alors pour le dire clairement, ils sont pas non plus hyper chauds, ils sont pas en train de dire c'est bon, le virus est derrière nous, on y va, on peut refaire des élections. Ils disent juste qu'ils sont pas contre, sans dire qu'ils sont pour. Ils disent juste que la tenue du deuxième tour en juin est une possibilité, mais qu'il faudra vraiment être vigilant sur les conditions sanitaires de ce vote, à la fois du vote, mais aussi ils mettent beaucoup l'accent sur la campagne électorale. En gros, ils déconseillent quand même de faire des gros meetings, de faire des réunions publiques, etc. et de privilégier plutôt une campagne électorale axée sur le numérique. Bon, ce qui pose aussi des questions en termes d'égalité face aux informations, puisque tous les publics, tous les citoyens n'ont pas forcément accès au numérique, que ce soit les personnes âgées par exemple, ou enfin une partie des personnes âgées, une partie aussi des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. On l'a vu notamment avec ces histoires d'école à la maison, où il y avait une fracture quand même sociologique dans la population, avec des gens qui n'avaient pas forcément accès à tous les outils numériques. Donc là, dans le cadre de cette campagne, ça poserait aussi question, mais a priori, bon, c'est vers ça qu'on se dirigerait quand même. Le conseil scientifique axe aussi sur le fait que la politique des procurations, ce sera pas mal de faire appel à ça, d'avoir un maximum de procurations pour qu'il y ait un minimum de gens à voter dans les bureaux de vote. Et puis on nous dit que ce sera à l'exécutif de trancher, mais après un vote non contraignant au Parlement éventuellement. Bon, là c'est plus de la tambouille politicienne, c'est l'idée derrière pour l'exécutif, c'est de pas forcément avoir à assumer tout seul les conséquences d'éventuelles recontaminations pendant ces votes, puisque si l'ensemble des partis politiques votent pour cette élection le 28 juin, eh bien on aurait entre guillemets une responsabilité partagée. Bon, voilà, après ça c'est pour la petite tambouille politicienne qui nous intéresse pas forcément plus que ça.
Toujours est-il que, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le conseil scientifique est quand même très méfiant, hein, même s'il n'a pas dit clairement qu'il était opposé à cette tenue du vote, mais que quand même dans les 15 jours avant le vote, par exemple si on se décide sur le 28 juin, il faudra quand même regarder les 15 derniers jours comment le virus évolue, et si jamais celui-ci repart à la hausse, bon, il faudra peut-être avoir une certaine souplesse et s'autoriser le fait qu'on puisse annuler ce deuxième tour un peu au dernier moment. Il y a beaucoup d'articles cette semaine sur ce sujet. On a une tribune de, je crois, une trentaine de maires de grandes villes qui souhaitent avoir ces élections très rapidement. Moi, personnellement, je trouve ça un peu irresponsable de se précipiter alors qu'on est encore en pleine pandémie, même si, heureusement, les chiffres sont en train de baisser. D'un côté, on interdit encore, et à juste titre, les rassemblements, et d'un autre côté, on va organiser comme ça une sorte de manifestation, un lieu en tout cas où il y aura une concentration de gens, une concentration de passage sur toute la journée, donc avec des risques pour les gens qui tiennent les bureaux de vote, et puis même pour les gens qui votent eux-mêmes. Ensuite, un article sur lagazette.fr qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'on va vers une plus grande souplesse des communes pour soutenir les petites entreprises ? En effet, pendant cette période de confinement, on a beaucoup de petites entreprises qui sont en difficulté. Et comme tu le sais sûrement, la compétence développement économique, c'est une compétence des régions. Mais les communes, qui sont quand même l'échelon de proximité par excellence, veulent s'emparer de cette question. Mais tout n'est pas possible dans le cadre législatif actuel. Et l'idée, c'est de dire que tous ces petits commerces en difficulté, eh bien, ce sont les communes qui les connaissent le mieux, qui savent comment les aider, et qui auraient la rapidité d'action pour pouvoir les aider très rapidement. Donc selon les personnes qui défendent cette idée, il faudrait un dispositif exceptionnel pour que les communes puissent aider ces petits commerces. Alors c'est un sujet un peu technique, si tu connais pas trop le développement économique, notamment parce qu'il y a plein de droits différents qui s'entremêlent, et notamment le droit européen des aides est quelque chose à avoir en tête, notamment avec ce qu'on appelle le règlement de minimis. Alors c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est l'idée que par souci de respect de la concurrence entre les différents États membres, un pays ne peut pas aider une entreprise de façon illimitée. Il y a des plafonds à respecter. Donc la France par exemple ne peut pas aider telle ou telle entreprise avec des subventions par exemple, ou des prêts, etc., de façon complètement illimitée. Donc il y a ce cadre-là général qu'il faut respecter. Et puis, bien sûr, il y a le cadre aussi bien connu qui est que la région est l'échelon de référence pour les aides économiques. Alors, on nous rappelle aussi que les communes ont un petit volet quand même aide économique qui est prévu par le CGCT. Par exemple, l'aide à l'immobilier d'entreprise. Mais voilà, c'est un cadre quand même assez restreint. Et donc, pour aider les petites entreprises, les petits commerces directement, il faudrait que le cadre juridique change un peu, et donc il faudrait qu'en urgence, on ait un exécutif qui vote une loi ou qui fait passer une ordonnance pour permettre à ces communes d'agir plus concrètement sur leur terrain. Après, bien sûr, ça pose des questions d'égalité entre les entreprises, puisque chaque commune fera bien la politique qu'elle voudra dans cette configuration-là, mais c'est quand même une idée intéressante, voir si, dans ce contexte un peu exceptionnel, est-ce qu'on fait appel aux communes pour organiser ce système d'aide aux entreprises et à la relance économique. Et enfin, un article sur France TV Info à propos du second tour des municipales, on y revient, et on a une idée d'un directeur de recherche à Sciences Po Paris, Sylvain Brouard, qui propose d'utiliser le vote postal pour ce second tour des élections municipales. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Il fait appel notamment à des comparaisons avec d'autres pays, par exemple en Allemagne, en Bavière, où ils ont voté comme ça, on nous dit, au premier tour le 15 mars dernier, il n'y a pas eu de chute du taux de participation, au contraire, a priori. Donc c'est quelque chose qui pourrait remobiliser aussi les citoyens dans le cadre de ce vote. Et il nous dit aussi que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui se fait régulièrement pour toutes les élections, dans certains États des États-Unis par exemple. Et il nous explique comment concrètement ça se déroule un vote postal. En gros, on reçoit par courrier un bulletin de vote, l'enveloppe bleue dans laquelle on met notre bulletin, et puis l'enveloppe dédiée au vote postal avec notre numéro de carte d'électeur dessus. Pour les modalités de retour, ce qu'on nous dit ici,
On peut le faire soit par la poste, soit le poser directement hein, dans des boîtes dédiées. Donc évidemment, ça pose des questions en matière de fraude, etc. Mais a priori, c'est un système qui existe déjà ailleurs. Et en ces temps de pandémie, et où on voit bien, on le disait auparavant, que a priori, on va nous pondre comme ça une date d'élection dans la courant du mois de juin, eh bien c'est quelque chose qui est quand même à étudier, je pense. Même si de toi à moi, j'ai quand même des doutes sur le fait que l'exécutif organise ça. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, même si ça répond pas à l'interrogation principale du conseil scientifique, qui est tout ce qui est préélection, hein, donc les meetings politiques, etc. Là, cette réponse du vote postal, c'est juste pour le vote en lui-même. Donc voilà, ça, de toute façon, ça ne résout pas tout non plus. Mais voilà, je trouvais que c'était quand même intéressant. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude, et je t'invite, si c'est pas encore fait, à rejoindre les un peu plus de 8000 personnes qui suivent mon édito hebdomadaire. C'est le premier lien qui se trouve en description de la vidéo. Tu recevras ça chaque dimanche, et c'est l'occasion de se poser un petit peu sur un sujet en particulier et d'essayer de l'approfondir un peu avec une vision un peu plus personnelle qui, même si elle ne te convainc pas, ça te fera réfléchir en tout cas sur ce sujet et tu pourras te faire aussi ta propre opinion, ce qui peut toujours servir dans le cadre d'un oral notamment. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!